c'est qu'actuellement, en général, la police, les gouvernements et les médias, les trois grandes puissances, sont contre le peuple. Cet isolement-là, je pense, met la table, si on veut, à ce que les gens se campent dans des opinions et ne suivent que ce que l'autorité dit. Hein. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre rencontre du Collectif pour une information libre. Aujourd'hui, je suis avec Sylvie Soriol et Vincent Mathieu, respectivement neuropsychologue et psychologue. Donc, je vais les laisser se présenter. Sylvie, qui es-tu? Oui, bonjour, Sylvie Soriol, docteur en neuropsychologie. Mon background un petit peu, j'ai été 6 ans chargée de cours à l'Université à Trois-Rivières. J'ai quitté et j'avais ma pratique privée aussi en expertise légale pour les commotions cérébrales, les accidents, tout ça. Et j'ai travaillé aussi en médico-légal à Sainte-Thérèse, à Trois-Rivières, l'hôpital Sainte-Thérèse médico-légal aussi, l'évaluation. Et maintenant, je suis en Ontario, je travaille aussi en psychiatrie, unité maximum, comme Pinel, comme neuropsychologue. Alors, je fais ça depuis... ici, ça fait juste 1 an que je suis ici, là, mais mon background est surtout chargé de cours et neuropsy légale. Un peu thérapie, mais un petit peu moins, parce que quand tu es neuropsy, tu te fais solliciter beaucoup pour de l'évaluation. Je fais de l'intervention, mais un peu moins. Et comment ça se passe en Ontario en ce moment? Écoute, c'est aussi fou qu'au Québec. Hein, comme on parlait plus tôt, j'ai été au Walmart hier, puis toutes les allées sont fermées, puis les enfants regardent des jouets. À la limite, il aurait dû mettre une couverture. J'étais avec mon fils de 21 ans, il dit, maman, quand j'étais petit, j'aimais donc ça aller voir les Legos. Puis là, tu regardes, mais de loin, voyons non, mais quelle folie. C'est débile, débile. C'est débile. Et on est aussi avec Vincent Mathieu. Vincent, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Vincent Mathieu, je suis docteur en psychologie. Je me suis spécialisé dans mon parcours académique dans les troubles de la personnalité et depuis quelques années, là, j'oriente ma pratique en psychologie de groupe. Ouais, ben c'est super intéressant parce que, et aussi tu parlais tout à l'heure des pathologies, par exemple, de narcissisme. Oui, c'est ça fait partie de ma formation. J'ai fait ma thèse sur le narcissisme pathologique et la psychopathie. OK, super intéressante. L'époque est très intéressante pour toi en ce moment, hein? Oui, c'est sûr qu'en termes de psychologie de groupe, de psychologie de foule, il y a des phénomènes là, qui sont à l'œuvre maintenant, qui sont intéressants, bien qu'inquiétants un peu. Là. Oui, non, c'est très inquiétant, c'est clair. Bon, moi, je suis pas psychologue, mais je m'intéresse beaucoup à la psychologie et particulièrement à la psychologie de groupe parce que, je me suis intéressée dans mon travail beaucoup à la propagande. Et la propagande, veut pas, c'est la manipulation des masses. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Comme ce que j'aime faire souvent, c'est commencer avec une nouvelle ou un petit truc d'actualité. Et là, je vais vous montrer ce qu'on a ce matin dans le journal. Non, c'est pas le Journal de Montréal, c'est TVA. Attendez un petit instant. Pour ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires, hein, ce n'est pas une surprise. On nous dit qu'on n'aura pas un retour à la normale, pas pour bientôt. C'est un peu mêlant là, de la façon que c'est formulé. Donc, c'est ça. On nous dit qu'on va s'inspirer du très prudent plan de déconfinement présenté par la santé publique fédérale. Et nos experts considèrent que l'approche américaine n'est pas l'exemple à suivre. Hein, parce que rappelons aux gens que aux États-Unis, c'est pas mal. Il y a plusieurs États qui ont déconfiné, qui ont enlevé le port du masque obligatoire. Et je regardais justement hier une vidéo, un gars qui était dehors, il y avait devant lui un spectacle avec des milliers de personnes on voyait bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici. Hein? C'était vraiment un exemple de vie normale. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, on nous dit, mais moi, ce que ça me donne l'impression, là, c'est qu'on dit, on dit, selon les récentes recommandations de l'Agence de santé publique du Canada, les provinces devraient permettre les rassemblements intérieurs ne devraient permettre les rassemblements intérieurs qu'à l'automne si au moins 75% des Canadiens ont reçu les 2 doses. Moi, je lis ça, puis j'ai l'impression que
j'ai l'impression qu'on m'infantilise, hein, puis qu'on dit, ben là, si vous êtes vacciné, ben là, vous allez pouvoir reprendre une vie normale. Mais le meilleur exemple d'infantilisation là-dedans, c'est la docteure Machouf, hein, qu'on aime bien, euh, qu'on a déjà mentionné dans un de nos vidéos d'ailleurs, qui nous dit, l'été passé, le virus était gentil, alors que maintenant, il est méchant. On a l'impression vraiment qu'elle s'adresse à des enfants. C'est incroyable. Et non, on nous dit le masque, toujours préconisé, hein? Le masque, c'est ce qui va perdurer le plus longtemps, souligne la professeure à l'École de santé de Montréal, Roxane Borges da Silva, qui laisse même entendre que ce bout de tissu pourrait devenir une norme sociale au cours des prochaines années. Au cours des prochaines années, comme c'est le cas en Asie. Ben, je m'excuse, mais pour avoir visité au moins 9 pays d'Asie, ce n'est pas une norme sociale de porter un masque en tout temps, hein, pour aller à l'épicerie. Puis, il y a beaucoup de mensonges là-dedans, finalement. Ben voilà. Sur la situation actuelle, ce que je voulais faire aussi, c'était qu'on suive un peu la charte de Biderman. Ben, en fait, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette nouvelle-là? Ouais. Ben, à brûle pour point comme ça, c'est sûr que on a l'impression qu'un crescendo dans les mesures, hein, c'est comme si ça devient de plus en plus sévère, là, même si la situation épidémique n'est plus la même que l'an passé, hein. Les chiffres sont là quand même pour nous illustrer que l'épidémie semble quand même être en diminution. Il y a moins de morts, les hospitalisations baissent, le système de santé actuellement n'est pas surchargé. La courbe est aplatie, mais malgré tout, on continue donc à en rajouter dans les mesures et sur la longévité aussi, hein. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ces mesures-là vont durer encore très, très longtemps. Et moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans aussi, c'est la question de la couverture vaccinale à 75%, qui serait la condition pour que les mesures soient moins sévères. Ce à quoi ça ouvre la porte, ça, selon moi, c'est la stigmatisation de ceux qui ne seront pas vaccinés et qui est un choix qui est personnel, hein. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que ces gens-là seront les responsables des mesures s'ils refusent de se conformer à cette doctrine-là du gouvernement. Ben, c'est déjà le cas, hein? C'est déjà le cas, on le voit dans les médias, Richard Martineau et Patrick Lagacé s'en donnent à cœur joint pour mépriser les gens qui font ce choix-là. C'est ça. Disons que le terrain est déjà mis par les médias, hein, et le gouvernement là, en rajoute un peu en nous montrant que c'est vraiment le plan qui est devant nous, là. Sylvie? Et moi, ce que je trouve spécial dans ce que tu as lu aussi, c'est qu'il était gentil. Tu sais, si on retournait lire les articles de l'année dernière, c'est pas ça qu'ils disaient pantoute. C'est tellement grave. On nous imposait même le masque en plein été quand la courbe était pratiquement à zéro. Tu sais. Alors, ça n'a pas. Leur discours ne tient pas la route, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils maintiennent. Comment ils peuvent savoir d'une couple d'années que le virus va être encore là? Sachant que n'importe quel virus par lui-même, je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, mais selon toutes les statistiques, finissent par s'aplatir par eux-mêmes. Alors, comment ils peuvent prévoir une couple d'années? Ça vient d'où tout ça? T'sais, ils nous disent toujours nos experts, mais on ne sait jamais c'est qui. Puis, comme par hasard, on se rend compte souvent qu'ils sont, on le sait tout, hein, ils sont en conflit d'intérêts incroyable. Puis, ils mélangent, c'est ça les manipulateurs, hein, ils mélangent le fait avec le faux. Ce qui déstabilise beaucoup les gens, l'espèce d'incohérence, tu tombes dans une ambivalence, tu doutes de toi. Même moi, des fois, je me dis, hey, je suis en train de délirer bien raide, là, parce que tout le monde autour, il croit tellement que tu finis par toi-même te remettre en doute, hein, en question, tu tombes dans le doute. Puis, parce que c'est fort, cette espèce de propagande-là des médias. Et moi, ce que je trouve triste et inquiétant, comme Vincent disait, c'est qu'actuellement, en général, la police
les gouvernements et les médias, les trois grandes puissances, sont contre le peuple. Et les tribunaux. Et les tribunaux. Les tribunaux. Oui, oui, c'est vrai. Alors tout ça, ça fait peur. On est laissé à nous-mêmes et les gens ont bien plus peur des représailles de tout ça que si je ne mets pas mon masque en rentrant au magasin, tout le monde va me sauter dessus quasiment. C'est rendu la stigmatisation, comme Vincent a dit, c'est lourd. C'est extrêmement lourd et inquiétant. Là. Donc, en fait, c'est ça, aujourd'hui, je vous ai invité parce que je voulais qu'on parle de torture psychologique, parce qu'il y a quelque chose qui a circulé beaucoup dans les médias, pas dans les médias, sur les réseaux sociaux, surtout du côté des opposants aux mesures. De l'autre côté, j'ai pas vu ça souvent, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que je reconnaissais vraiment plusieurs des tactiques qui sont mises en place depuis l'année dernière. Donc, c'est ça, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. C'est la charte de Biderman. Ouais. Que plusieurs ont sûrement déjà vu. Donc, c'est les 8 critères de torture psychologique, la charte de Biderman. Donc, le premier critère, c'est l'isolement. Pas mal dedans, Ouais. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça sur ce blog-là. Là, les gens vont dire, ben là, c'est un blog. Écoutez, la manipulation mentale, la charte de Biderman, j'ai ça ici quelque part. Bon, c'est ici, là. Hein, j'ai rien inventé, là. Mais c'est juste que je trouvais que dans ce blog-là, c'est bien présenté. Tu sais, c'est très bien, voyons, summarized. C'est bien. C'est concis, c'est simple. C'est ça, Résumé, exact. Exact, et résumé, c'est ça. Donc, c'est ça, isolement. Effet et impact recherché, on dit ça prive la victime de tout soutien social qui lui donnerait la capacité de résister, développe chez la victime une préoccupation intense à propos d'elle-même, rend la victime dépendante de l'autorité, interrogateur ou bourreau. Et en même temps que l'isolement, moi, je dirais, ce qu'on a fait, c'est que, on va en prendre peut-être un ou deux à la fois, puis après ça, on va en discuter. On dit monopolisation de la perception. C'est exactement ce qu'on a fait. On a confiné les gens et là, on avait des points de presse à chaque jour. Un point à chaque jour. Donc, effet et impact recherché, fixe l'attention sur une situation difficile et immédiate, force l'introspection, élimine les informations qui sont en compétition avec celles contrôlées par l'autorité. Hein, parce que au point de presse s'ajoutait la censure. Hein, de bien des voix dissidentes, et punit toutes les actions contraires à la soumission. Donc, discutons de ça un peu, donc l'isolement et la monopolisation de la perception. Je vous laisse aller. Sylvie. Bien, l'isolement, écoute, ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi sur la santé mentale des gens. Hein? Et c'est bizarre parce qu'en isolant les gens, on a amené tout ce qui fait, je dis tout, presque tout, qui fait que tu ne seras plus en santé. Et quand ta santé mentale, elle décline, souvent la santé physique aussi, hein, parce que le système immunitaire, bon, on est des êtres... c'est pas déconnecté, ça, là. C'est déconnecté. Quand tu ne files pas, je me rappelle quand on avait parlé avec Marie-Michel ou Marie... Ouais, Marie-Danielle. Marie-Danielle, c'est ça. J'avais trouvé ça intéressant ce qu'elle disait, parce que tu attrapes un virus, puis l'autre à côté ne l'attrape pas. Alors, on ne comprend pas le phénomène de la contagion vraiment, c'est ce qu'elle disait. Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est vrai, parce que moi, je ne pogne jamais ça des grippes, mais les fois que c'est arrivé, c'est parce que je ne filais pas. Puis c'est vrai, c'est comme ça. Alors, on rend les gens dans un état d'abrutissement. On les isole. Alors, isolé, tu ne peux plus communiquer avec les gens, sortir dehors, évoluer. C'est ça la vie, hein? C'est explorer le monde. Ouais. C'est le mouvement. On empêche le mouvement, on les rend... complètement vulnérable. Tu peux même, tout ce qui est bon pour la santé, c'est de voir d'autres personnes, d'aller au gym, d'aller au cinéma. On te l'interdit, mais tu peux par contre fumer du pot, acheter de l'alcool et regarder des vidéos. Alors, on fait tout ce qu'il faut pour rendre les gens abrutis et malades. Alors, l'isolement, c'est exactement ce qu'on voit en ce moment qui se passe. Et on les bombarde d'une propagande tout le temps, la monopolisation d'un même discours qui fait qu'à un moment donné, tu tombes dans un état de délire. Et après ça, on nous accuse, nous, d'être dans un état de délire. Hein? Dr. Chamberlain nous attaque, nous, en disant qu'on est en un état de délire, mais, pardon, là, mais les gens qui sortent des sectes, c'est parce qu'ils finissent par voir clair. Alors, nous, on est sortis du système parce qu'on finit par voir clair. Eux sont encore dedans. Alors, j'aurais plus tendance à penser que les gens sont sous propagande depuis bien avant la COVID. Hein, tout notre système qu'on a mis en place, les gens sont pris dans un système depuis bien avant la COVID. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Vincent, là-dessus? Ouais, ce que j'ajouterais par rapport à l'isolement, c'est que
ça crée en fait cet isolement-là, c'est que les gens ne se parlent plus aussi. Hein. Chacun est dans sa maison. Bon, c'est sûr qu'on communique un peu par Internet et tout ça, mais ça c'est pas la même chose que de se voir, que de discuter, que d'échanger nos points de vue. Et ça fait en sorte que les gens s'isolent dans leur solitude, un peu dans leurs opinions. Les gens finalement sont moins à même de s'influencer, de partager d'autres points de vue, ce qui fait en sorte qu'il y a une polarisation, je dirais, des points de vue, des positions qui est plus rigide, plus campée du fait que les gens se rencontrent plus pour souper, pour prendre un verre, qui sont des lieux finalement où on peut en face à face, disons, en arriver à s'échanger des points de vue qui nous permettent de mieux se comprendre et tout ça. Cet isolement-là, je pense, met la table, si on veut, à ce que les gens se campent dans des opinions et ne suivent que ce que l'autorité dit. Hein. Et de part et d'autre, hein, parce que, bon, on peut dire que les gens qui s'opposent aux mesures par moment peuvent aussi un peu verser dans une rigidité d'opinion, là, hein. C'est dans les deux sens, là. Mais moi, c'est ce que je trouve finalement qui est le plus inquiétant dans tout ça, hein, c'est que je crois que l'isolement a mené finalement à ce qu'on connaît là maintenant, une espèce de rigidité dans les points de vue. Et si on n'avait pas eu ça, je comprends que dans leur narratif, là, cet isolement-là, cette distanciation-là servait avant tout à ce que le virus ne se propage pas. Mais il n'y a pas que le virus qui se propage pas, il y a les idées. Les idées, hein? Exact. Et ça, ben ça, je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, l'effet le plus pervers, je dirais, c'est ça, de la distanciation, là, c'est que les gens ne se parlent plus et se polarisent dans leurs opinions. Ben, on peut se demander si c'était pas un peu ça le but recherché, qui est vraiment qu'on divise et qu'on puisse, en fait, c'est ça, monopoliser le discours, diviser pour régner. On peut se poser la question si c'était pas ça le but, parce que scientifiquement, le confinement, ça a été démontré, ça n'a aucun effet sur la mortalité. En fait, ça a un effet sur la mortalité, mais pas celui qu'on pense. Hein? C'est pas la mortalité COVID. Il y a une association positive, et ça, c'est Jean-François Toussaint qui l'explique super bien dans une vidéo qui s'appelle L'épidémiologie de la COVID-19. C'est excellent. Et puis, il explique qu'il y a une association positive entre le confinement et la mortalité. Donc, le confinement provoquerait plus de morts. Il y a les études de John Ioannidis de Stanford aussi. Que l'OMS a publié même, là, je pense qu'il va dans ce sens-là un petit peu. Oui, absolument. Eux, ils disent que les interventions non pharmaceutiques, donc tout ce qui est confinement, couvre-feu, tous ces trucs-là, que ça a beaucoup plus d'effets néfastes que de bénéfices. Exact. Donc, voilà ce que dit la science. Mais encore là, de l'autre côté, on fait de la projection et on nous dit que nous, on ne se fie pas sur la science et qu'eux se fient sur la science. Je discutais justement avec un journaliste récemment et c'est ce qu'il me disait, nous, on se base sur la science, pas vous. Ben, j'ai dit, je suis désolée, mais moi j'en ai marre de me faire dire ça. Ça m'insulte parce que c'est tout simplement faux. C'est tout simplement faux. Et c'est ça. Il y a vraiment un monopole de l'information. Donc, comme il y a une prétention, excuse-moi Julie, non, vas-y. Mais il y a une prétention aussi chez ces journalistes-là d'être dans le vrai, dans la bonne science, alors que la science est justement le doute, c'est l'incertitude. La science qui est consensuelle, là, elle n'existe très, très peu, là. Et surtout dans un phénomène comme la COVID qui est très jeune, là, de prétendre qu'il y a des consensus, qu'il y a des certitudes
dans les données scientifiques, c'est vraiment une incompréhension de ce que la science est vraiment, là. Ah ben oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, ben voilà, monopolisation de la perception. En fait, Sylvie, tout à l'heure, tu parlais des sectes. Puis j'avais écrit un texte là-dessus. Un petit Je peu, l'ai lu, ton texte, tu nous l'avais envoyé, c'est vraiment très bon. Les gens devraient lire ça. Ouais, ben je vais juste le montrer à l'écran parce que juste pour montrer les 7 étapes, j'avais basé ce texte-là sur un livre qui est écrit par des psychologues et qui s'appelle, c'est ça, c'est l'abus quotidien l'abus quotidien de la persuasion, les techniques de persuasion. Et ben là-dedans, il montre vraiment, il y a un chapitre qui s'intitule Les 7 étapes pour devenir un leader d'une secte, un gourou de secte. Ils disent ça, c'est clair que c'est ironique, là. Mais voilà, c'est ce livre-là ici. Age of Propaganda, The Everyday Use and Abuse of Persuasion. C'est ça, c'est écrit par deux psychologues. Et ben c'est ça, il y a les 7 étapes de l'endoctrinement. Donc, créer sa propre réalité sociale, hein, la nouvelle normalité, c'est exactement ça. Créer un Grand Falloon, dans le fond, c'est des camps. Hein? On crée des clans, les bons et les méchants. Hein? Ensuite de ça, créer un engagement par le biais d'un piège de rationalisation. C'est qu'on te demande toujours un petit effort, faire un petit effort de plus, un petit effort de plus. Ça fait 1 an qu'on nous dit, 2 semaines de plus, un défi 28 jours. Ça finit plus. Ah, puis là, ben là, le masque, il faut le garder, mais là, il faut se faire vacciner. Puis là, c'est toujours... Puis quand on regarde la différence entre la première étape et la dernière étape, on se dit, mon Dieu, c'est grand, là. L'écart est vraiment énorme. On avait demandé aux gens de passer de la première à la dernière étape d'un coup. Les gens auraient dit non, 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 non. Je ne peux pas faire ça. Alors que si on y va étape par étape, on en rajoute toujours un petit peu. Ben là, les gens sont comme pris dans un piège parce qu'ils se disent, ben là, j'ai pas fait ça pour rien. Je peux pas dire, ben, je laisse tomber. Ensuite de ça, établir la crédibilité et le charme du chef. Bon, ça, c'est sûr que ça peut être raté au niveau de notre premier ministre. Envoyer des membres faire du prosélytisme, hein, je veux dire, les gens sont complètement... ben, moi, je vais employer ce terme-là parce que c'est comme ça que je le vois, là, brainwashé par les médias. Et ben, c'est ça. Ensuite de ça, on n'a même pas besoin de leur demander d'aller faire du prosélytisme. Ils le font eux-mêmes. Quand je discute avec des gens de l'autre côté, ils ne font que recracher ce qu'ils ont entendu dans les médias. Ben, il y a des deux côtés, ça se fait aussi, là. Mais principalement, moi, je dirais du côté des médias. Ensuite de ça, distraire les membres en les empêchant d'avoir des pensées indésirables et fixer la vision des membres sur un fantôme. Mais ici, le fantôme, c'est le vaccin, hein, le vaccin sauveur qui nous sauve de tout. Tu sais, ce que tu dis là-dessus, c'est intéressant parce que c'est quand tu dis si tu avais pris la première étape jusqu'à la dernière, ça aurait été trop gros. C'est ça la manipulation, c'est que tu y vas à petite bouchée, c'est très, très insidieux. Puis j'aime le mot finalement, tu es pris au piège. Parce que tu regardes dans des situations de couple où il y avait un narcissique, une dépendante, ou en tout cas dans des situations comme ça extrêmes où ça va loin des fois, ça a commencé comme ça, hein? C'est de l'amour, je t'aime tellement, que j'aimerais ça que tu restes ici à soir, puis j'aimerais ça puis je vais faire ci, puis jusqu'à temps qu'elle est séparée de ses amis, de sa famille, puis, mais s'il avait dit en la rencontrant, moi, ce que j'exige de toi, c'est je veux ci, je veux ça, jamais alors entrer dans cette relation-là. Alors, c'est très insidieux, et ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est rendu dans... c'est la spécialité de Vincent. Je pense qu'il devrait peut-être élaborer là-dessus parce que les narcissiques nous amènent. C'est très, très, très dévastateur ce qu'ils peuvent faire vivre aux gens. On le vit dans notre travail, on le vit partout, mais là, on le vit à grande échelle. On a vraiment une image de ce qui est en train de se passer. Là, donc, Vincent, en tant que spécialiste du narcissisme. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est embêtant de se prononcer sur ces questions-là, qui sont des questions cliniques, je dirais, avec des individus que je connais pas. Là. Donc, non, mais on ne te demande pas de parler d'une personne en particulier. Oui. En général, un narcissique, ça agit comment? Oui. Ben, c'est sûr que c'est un rapport à l'autre qui est teinté par la manipulation, par l'exploitation.
par le fait qu'il il va faire les choses en fonction de ce que ça lui rapporte. Dans le narcissisme pathologique aussi, il y a deux facettes. Là. Il y a la facette que je viens de décrire un peu, puis que vous décrivez, donc qui est plus manifeste, je dirais, là, dans la grandiosité. Mais il y a la fragilité aussi, hein, qui est souvent à la source de ce besoin-là de contrôler l'autre. Hein. C'est finalement un narcissisme très fragile. Et ça, on le perçoit, je trouve, chez nos dirigeants. Je dirais, moi, c'est cette facette-là que je perçois le plus. Comment ils sont sensibles à la critique, comment lorsqu'ils sont remis en question, lorsqu'ils sont pris en défaut, souvent, ils vont avoir le besoin de revenir là-dessus pour se justifier, pour montrer là, dans des explications qui n'en finissent plus, qu'ils ne se sont pas trompés, qui ont été mal compris. Donc ça, je trouve chez nos dirigeants québécois particulièrement, là, je me prononce un peu, là, mais c'est une facette, cette fragilité-là du narcissisme que je perçois. Là, qu'il y a une sensibilité, là, disons, qui sont à fleur de peau. Donc, ils n'ont pas la carapace très solide, à mon sens. Là. Même que chez certains de nos chroniqueurs aussi, on peut le voir, là, je pense. Oui, ben d'ailleurs, Vincent a écrit un superbe texte en réponse à l'article de Patrick Lagacé, Les édentés, un texte qui s'appelle Les belles dents blanches du prince, ou quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, ouais, c'est excellent, c'est excellent. Mais sur ce genre d'article-là, qu'est-ce que tu peux dire en général? Parce que, bon, on nomme Patrick Lagacé, mais on pourrait nommer Richard Martineau ou Denise Bombardier. Il y a vraiment, moi, je trouve qu'il y a vraiment un mépris profond dans les médias pour tous ceux qui critiquent la crise actuellement. C'est comme s'ils ont fait un bloc monolithique avec ils ont une perception, là, premièrement, complètement erronée de qui sont les opposants aux mesures, parce que c'est pas un groupe monolithique, c'est très hétéroclite, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Donc, c'est ça, sur ce genre d'article-là, qui est vraiment, là, je dis teinté, mais c'est pas teinté, c'est vraiment imprégné de mépris. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ben, c'est ça, c'est sûr qu'en tant que citoyen, premièrement, je dirais que je trouve ça très triste là, de lire ça. C'est vraiment, comme tu dis, il y a un mépris, il y a une violence dans les propos, dans les médias depuis quelques mois. Je pense qu'il faut qu'on la dénonce, en fait, parce que ça ajoute à la polarisation. On est en train, finalement, par ce genre d'articles-là, littéralement de culpabiliser une partie de la population, d'en faire les responsables de la crise. Hein? C'est un peu ça, là. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on en soit là. C'est sûr que, bon, d'un point de vue plus analytique sur ce phénomène-là, ce que j'en dirais, c'est que j'ai l'impression que souvent, lorsque des journalistes ou des chroniqueurs comme ça, il y a un mouvement social là, très oppressant qui est en cours, là, savent souvent pour garder leur crédibilité, leur emploi, leur statut, savent de quel côté il faut qu'ils se rangent. C'est des gens qui suivent la tendance, suivent le courant. Et si ce qui est attendu par l'autorité et les personnes qui sont au pouvoir, si c'est attendu qu'ils aillent dans tel sens, ben, ils vont prendre ce côté-là. Donc, je pense que il y a un certain phénomène de conformisme, de préserver ses propres intérêts. Hein, et là, bon, ça revient à ce que je parlais tantôt par rapport au narcissisme, peut-être, de faire les choses en fonction de ses intérêts propres.
Je pense qu'il y a de ça dans le genre de chronique qu'on voit parce que c'est tellement d'une violence, comme je dis, que je pense pas qu'ils font pas ça pour le bien commun, là. Ben exactement, c'est ce que j'allais dire. Ces gens-là nous disent que nous, on est égoïstes, que nous, on ne se soucie pas du bien commun, qu'on pense seulement à nos intérêts personnels. Or, tu sais, je veux dire, moi, je suis allée dans plusieurs manifs, je connais plein de gens qui font partie de ce mouvement-là, puis que ce soit des gens ordinaires ou des personnalités plus en vue. Et le portrait que je lis dans les médias, ce n'est pas la réalité. Et ce n'est pas vrai que ces gens-là se foutent du bien commun. Je pense que des deux côtés, les gens font ça pour le bien commun. Ils sont vraiment convaincus qu'ils le font pour le bien commun. Bon, est-ce qu'on se trompe des deux côtés? Peut-être. Je ne sais pas qui a raison. C'est certain que moi, je dirais que de notre côté, on a raison parce qu'on a la science avec nous. Mais en même temps, c'est ça. Moi, ça me trouble. Et surtout, la façon dont les gens de gauche, la façon dont ils traitent les opposants aux mesures, ça me scie les jambes parce que la gauche qui devrait être tolérante et inclusive, là, est très intolérante et exclusive et violente. Vraiment, là, il y a des discussions entre gauchistes contre les mesures et pro-mesures et c'est vraiment, c'est d'une violence inouïe. Et les gens qui sont, en général, je dirais, là, en faveur des mesures, essaye d'avoir une discussion, essaye d'avoir un dialogue, et c'est impossible. Tu vois, ce que tu dis aussi, là, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça vient de me faire réfléchir à tout ça. C'est des deux côtés, on peut avoir des tatas, ça c'est évident. Mais dans ceux qui critiquent, ceux qui sont du côté, déjà, il y a un gros conflit quand tu vois que le gouvernement donne énormément d'argent aux médias. Déjà, en partant, ça marche pas. Exact. Mais sauf que moi, je me rappelle au début, là, j'avais dit à quelqu'un où je travaille, au début, tu sais pas trop, j'avais dit, tu ne trouves pas c'est un peu exagéré, le masque. Il m'a tout de suite attaqué en disant, au lieu de me dire, ben, pourquoi tu penses ça, ou quelqu'un m'a tout de suite dit, tu iras dire ça à ceux qui sont morts. Je disais, ben, bon, je dis, juste pour te répondre, ma mère est décédée des suites de négligence des CHSLD. Là, il m'a dit, oh, I'm sorry. Mais sa première réaction était de m'attaquer. Ma réaction à moi, ça a été, à ma job, je n'en parle plus. Ah, tu te fermes. Mais ce que je trouve de grave là-dedans, c'est que aussitôt que tu ne penses pas comme eux, tu te fais attaquer beaucoup. De leur côté aussi, ça peut arriver. La grosse différence, c'est que de leur côté, ils ont des médias de masse qui nous insultent, puis ils ont les micros. C'est ça la grosse différence, parce qu'ils convainquent tous ceux qui n'écoutent pas ou qui ne vont pas sur les réseaux sociaux voir un autre discours. Alors, les gens au Québec sont beaucoup, je parle au Québec, mais à d'autres places sûrement, mais tu sais, c'est presque un petit pays, si on pourrait dire. Oui, mais oui, tu as raison. Fermé sur lui-même. Beaucoup de gens ne lisent pas en anglais ou n'écoutent pas en anglais, alors sont prisonniers de ces médias-là. Alors, ils n'ont aucune idée. Là, ils nous attaquent en pensant qu'on est des méchants. On pourrait faire la même chose, mais on n'a pas les médias sur notre bord. Ça, c'est la grosse différence, je trouve, que de te faire attaquer par des personnalités connues en plus. Les autres, ils sont supposément crédibles. Mais tu disais, Vincent, il faut dénoncer ça. Moi, j'ai dénoncé. Et j'ai demandé aux gens de dénoncer aussi. Donc, on a fait, j'ai écrit une plainte contre Patrick Lagacé sur son article sur le passeport vaccinal. Même chose avec Richard Martineau. Et ils ont reçu énormément de plaintes tellement que, écoute, ça a fait l'objet d'un article dans le journal. En fait, plus qu'un. Ils en ont parlé dans le Devoir. Et le conseil de presse c'est plein. Écoutez, j'ai écrit une plainte et je fais très attention quand j'écris mes plaintes. Je suis toujours très polie, c'est toujours très factuel. C'est vraiment, là, je pense, 3-4 pages de long, là, la plainte. Et ça déconstruit tout le discours en faveur du passeport vaccinal. Et c'est fait de manière, je dirais, c'est une analyse, là. C'est une analyse du texte et je démontre qu'ils disent n'importe quoi en utilisant leurs sources. Les sources qu'ils considèrent crédibles et aussi les experts qu'ils ont eux-mêmes interviewés. Et là, quelle est leur réaction? C'est de dire que, parce que j'ai demandé aux gens, j'ai dit, écoutez, envoyez cette plainte-là, j'ai dit aux gens quoi faire, envoyez la plainte au conseil de presse, aux journaux, etc., etc.
Et c'est ça, ils en ont reçu énormément. Énormément. Et j'ai même des gens à l'interne qui m'ont dit ça n'a pas passé inaperçu. Donc, ils ont reçu énormément de plaintes, juste à la presse, 400 plaintes environ. Okay. Et leur réaction, la réaction surtout du conseil de presse, c'est que ça, c'est une entrave au travail journalistique. Non, mais attendez, là, d'insulter les gens et de mépriser les gens, ce n'est pas du travail journalistique. Mm-hmm. Je veux dire, c'est hallucinant. Donc, on est comme pris, là. On se dit, ben là, Ouais. on dénonce ça et on se fait dire, ben non, vous n'avez pas raison. Par les gens qui devraient assurer qu'on a une information de qualité. Ouais. Alors que je ne sais pas trop en quoi faire une plainte, c'est une entrave au travail des journalistes. Là. Faire une plainte, ça devrait être quelque chose qui est tout simplement possible et encouragé même dans une démocratie, là, lorsqu'on est en désaccord avec les propos que tient un journaliste qu'on considère qu'il a manqué à la rigueur de son travail, ça devrait, je veux dire, ça devrait être quelque chose qu'on encourage même, là, de faire une plainte. Je ne sais pas trop vers où ça s'en va. Ce que Sylvie disait tantôt, c'est sûr, est très, très intéressant, là. Ce qu'elle a mentionné, le fait que les journaux de masse sont subventionnés par l'État maintenant, de plein de façons, hein, par la pub, par les subventions au salaire. Je pense que c'est des... Je ne me souviens pas exactement des chiffres, là, mais on est dans le 133 millions. 133 millions en pub, hein, je pense, mais les subventions salariales aussi, je pense que ça va dans le 100 millions. En tout cas, je ne me souviens pas du chiffre, mais c'est très élevé, là. Bref, on n'a plus une presse qui est indépendante, en fait. Non. Et ça, c'est vraiment un sujet qui devrait être discuté beaucoup plus qu'il l'est maintenant, parce que les médias de masse sont devenus essentiellement des caisses de résonance du pouvoir. C'est vraiment. Et ça, dans une démocratie en 2021, c'est vraiment déplorable. Absolument. Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais dire, ça ressemble beaucoup à du communisme. Hein? La propagande, le gouvernement a acheté tous les médias. Et hier, mon conjoint a été reconduire ma fille à Montréal, puis on se demandait s'il allait passer, mais lui, il travaille avec les pompiers, alors il a passé facilement à cause de ça. Mais il me disait, sais-tu ce qui a été étonnant, et je me pensais à l'URSS, c'est que quand tu rentres au Québec, tu ne te fais pas trop arrêter, mais quand tu reviens, ça devrait être la police d'Ontario qui t'arrête. Non, 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 non. C'est la Sûreté du Québec qui a des tentes partout et il empêche les Québécois de sortir du Québec. Ben voyons donc. Ça m'a jeté sur le dos, j'en revenais pas. Puis il dit une chance que j'avais mon camion, parce que moi, ils m'ont laissé passer parce que j'étais un véhicule officiel. Ben, il dit, il arrêtait tous les véhicules, il rentrait dans des tentes. Puis normalement, eux, ils devraient être l'autre bord, empêcher les Ontariens de rentrer au Québec. Mais ils empêchent les Québécois de sortir du Québec. Wow. Puis on l'empêche de voyager, mais ça, c'est le Canada aussi. Ouais. Mais, c'est comme si on veut nous empêcher de quitter le pays. On voit ça dans des pays comme la Corée et tout ça. T'sais. Ben oui, absolument. Et moi, je pense qu'une des raisons, c'est pour que les gens ne voient pas ce qui se passe ailleurs. Parce que, moi, j'ai parlé beaucoup de mon expérience en Chine et les gens ne peuvent pas concevoir que, écoutez, juste l'autre jour, j'avais un souvenir Facebook de début mai, OK? J'étais assise sur une terrasse dehors, mai 2020, j'étais assise sur une terrasse dehors et c'était le retour à la normale, en mai 2020, en Chine. Et quand je raconte mon expérience aux gens, ils sont juste incapables, ils sont pas capables de concevoir que c'est possible. Donc, nécessairement, je dois mentir, je dois être une menteuse. Et c'est drôle parce que l'autre soir, j'ai eu une longue discussion avec un jeune homme de 20 ans, mais c'était vraiment une super belle expérience parce que le jeune homme, il était capable de discuter beaucoup plus que bien des gens qui ont mon âge, là, je veux dire, qui ont au-dessus de 40 ans, et qui sont très qui réagissent très fortement là, quand on leur dit des choses qui vont à l'encontre du discours dominant. Lui, il était vraiment ouvert à la discussion, mais quand je lui ai dit, écoute, moi j'étais en Chine, nanana, puis il m'a dit, ah oui, mais en Chine, non, mais c'était comme ça. Mais je me dis, attends, là, j'étais là-bas, là. Tu peux pas me dire, toi, quelle expérience j'ai vécue là-bas. T'étais pas là.
Moi, Ouais. j'étais là. Et c'est rendu fou comme ça. C'est comme si il y a un blocage. Là. Ils sont incapables de concevoir qu'en Chine, j'ai pu être plus libre qu'au Québec. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas. C'est fou, hein? La Ouais. propagande, à quel point c'est rentré. Puis, tu sais, quand on parle de délire, c'est un peu ça, hein? C'est que les gens ne sont pas délirants, sauf que quand une idée est extrêmement rigide, tu ne peux pas argumenter. La seule façon que tu peux convaincre les gens, c'est de les accompagner dans ce discours-là. Mm-hmm. Avec des gens là, qui souffrent de schizophrénie sévère, de délire, puis tout ça. Puis, si tu argumentes, écoute, ils tombent dans des états d'agressivité incroyables. Tu sais. Puis si tu dis, ah oui, c'est ça que tu penses, alors, ah bon, puis tu commences à les accompagner dans leur discours, tu finis par avoir des petites nuances, mais c'est tellement rigide. Mais là, on ne parle pas de délire à ce point-là dans ce système. Mais quand une idée est rigide à ce point-là, l'argumentation devient vraiment difficile. Oui, bien effectivement. Puis c'est pour ça, moi, que souvent, je vais poser des questions aux gens plutôt que de faire des affirmations. Donc, c'est quoi le moyen de discuter avec ces gens-là? Donc, tu dis, toi, plus de les accompagner là-dedans, poser des questions, c'est une bonne façon. Puis souvent, les gens, par eux-mêmes, vont finir par se créer le doute. Parce que moi, c'est ce que je fais avec moi. Des fois, quand j'ai des doutes, je me dis, j'ai-tu raison? Là? J'essaie d'avoir des nuances, puis j'essaie de ne pas être rigide. D'écouter les discours des deux bords parce que je veux essayer de demeurer le plus possible équilibré. Là, je ne veux pas tomber dans un délire complet non plus. Je fais attention. Puis, alors souvent, les gens, ils ne vont pas faire ça, d'aller voir les deux bars, ou ils n'ont pas accès, ou peu importe. Fait que oui, en posant des questions, en accompagnant, est-ce que tu as vu ce qui se passait là? Est-ce que l'obstination, l'argumentation rendue là, c'est bien difficile. Vraiment. Mais là, c'est rendu que juste de suggérer une vidéo à quelqu'un, parce que c'est sur YouTube, ben là, c'est une vidéo YouTube. Oui, mais attends, l'expert, ça lui enlève pas son expertise, l'expert qui parle. L'important, c'est pas où est diffusée la vidéo, c'est qui parle et qu'est-ce que la personne a à dire. Comme on va discréditer des gens parce que, ah ben non, c'est quoi cette source-là? Non, mais attends, as-tu lu ce qui est écrit? C'est ça qui est pertinent. Qu'est-ce que la personne dit? Et même si la personne n'a pas d'expertise, est-ce que ce que la personne dit est intéressant? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que ça fait du sens? C'est ça qui est important, non? Comme on disait un peu plus tôt, c'est la perte du gros bon sens. C'est qu'on est rendu dans des sociétés d'experts. Puis Dieu sait qu'on a eu tellement d'exemples dans l'histoire de Guy Turcotte, des experts qui disent l'inverse, puis dépendamment qui te paye, ou dépendamment aussi de ta façon de voir les choses. Souvent, ça peut être bien inconscient, mais la médecine, la science, elle se contredit tout le temps. Puis alors, c'est ça le problème. On est dans des sociétés d'experts, puis les gens se remettent à cette autorité-là. Puis moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, une histoire rapidement, là, ma fille était beaucoup à l'hôpital, je l'en avais déjà parlé, chirurgie cardiaque, puis je me suis rendu compte tellement dans les discours des cardiologues, à quel point, quand tu es dans une situation complexe, ils ne savaient plus. Puis ça, là, ça m'a fait apprendre qu'il ne faut pas que tu te fies toujours là-dessus. On a posé tellement de questions qu'on a fini par être capable de prendre des décisions éclairées, malgré qu'on n'est pas médecin. Un généraliste qui m'a déjà dit, c'est pas ma spécialité, il était très modeste, il dit, c'est pas ma spécialité, vous en savez probablement plus que moi. Alors, il faut arrêter de penser que parce que tu n'es pas médecin, puis que tu n'es pas virologue, puis que tu n'es pas ci, puis que tu n'es pas ça, que tu es un épais. C'est pas vrai. Si tu t'es informé, tu peux avoir des opinions quand même assez éclairées, puis d'arrêter de voir les experts comme des dieux, qui de toute façon ne sont probablement pas plus formés que toi au niveau des virus. Ben, ça rejoint un peu ce que Vincent disait dans un texte qui a été publié, je me rappelle pas quelle date, mais c'est ça. Tu écrivais, Vincent, l'humain est vulnérable et de cette vulnérabilité vient sa dépendance aux figures d'autorité. Hein? La médecine et toute autre science ont beaucoup à nous apprendre, mais l'admiration portée aux médecins et aux scientifiques aujourd'hui, transformée en idolâtrie païenne, nous amène à croire à n'importe quelle de leurs prévisions, à n'importe quel mystique. Ouais. Donc, ben, c'est sûr. Moi, je trouve que le Québec, c'est là qu'on voit qu'on a un fond très, très croyant. Hein. Finalement, on a remplacé les curés en soutane par des scientifiques en blouse blanche, en fait. Hein. Et dès que l'expert, comme Sylvie le disait, là, parle, on a l'impression que c'est une parole d'évangile. D'évangile, oui, c'est ça. Hein. Même si on sait qu'au fond, les experts ont leur tâche aveugle, ont leurs limites, hein, mais c'est comme si finalement on croit en ce qu'ils nous racontent, là, comme si
ne pouvaient pas se tromper. Hein. Mais c'est ça, c'est là qu'on voit que tout le narratif qui est accolé à la COVID là, et aux mesures et tout ça devient un narratif de croyance. Et ce que Sylvie disait, là, l'espèce d'absence de nuances dans le discours nous illustre ça un peu. Hein? C'est comme si c'est impossible de poser une question, de remettre en doute un petit peu ce qui est cru, parce qu'aussitôt qu'on met un petit doute dans la tête de ces gens-là qui croient à ce narratif-là, tout de suite, il y a un discrédit qu'on nous porte. Et c'est là qu'on voit qu'on est, contrairement à ce que ces gens-là prétendent, ils ne sont pas dans la science, parce que la science va foncièrement remettre en cause, on est dans le doute, dans la critique, dans les incertitudes. Et là, contrairement à ce que l'esprit scientifique nous enjoindrait de faire, ben là, on est vraiment dans une position où on a un discours qui est affirmatif, qui nous demande de se soumettre à des décrets, à des règles. Et donc, on n'est pas dans la science, en fin de compte. On est dans un narratif qui est construit et qui est, je dirais pas qui est religieux, là, parce que le mot serait trop fort. Là. Ben, écoute, moi, j'irais jusque-là. Mais on n'est pas loin de ça. Parce que, écoute, tout le discours autour du vaccin, il y a quelque chose il y a une connotation religieuse là-dedans. Très souvent, c'est le vaccin qui va nous sauver. Je veux dire, il y a eu, à un moment donné, j'ai vu des mots comme divin. Je me rappelle pas là exactement là. Mais j'ai vu beaucoup de connotations. Exactement, j'ai vu beaucoup de connotations religieuses par rapport au vaccin. Tu sais, c'est le vaccin qui va nous sauver. C'est la lumière au bout du tunnel. En fait, c'est ça. Même j'en donne un exemple dans ma plainte. Même Anthony Fauci des États-Unis, du groupe de travail sur la COVID, le dit lui-même en entrevue. Non, le vaccin n'empêche pas l'infection, n'empêche pas la transmission. Et nous croyons qu'on va être capable de prouver que ça empêche, que ça a un effet sur la transmission quand on aura les données dans quelques mois. Alors, si on n'est pas dans la croyance, là, c'est quoi? Hein? Et moi, on m'accuse, je veux dire, on nous accuse très souvent d'être dans la croyance. Non, mais vous êtes dans la croyance. Mais attendez, là, qui est dans la croyance? Moi, ça me fait halluciner. Écoutez, si vous permettez, on va retourner à la charte. Oui, comment? On parle d'affaires. Non, mais c'est bon. Je voulais retourner à la charte de Biderman. Donc là, c'est ça. On avait passé l'isolement, la monopolisation de la perception. Ensuite de ça, c'est ça. Punit toutes les actions contraires à la soumission, hein, on le sait. Ensuite de ça, 3. Épuisement induit. Effet et impact recherché. Affaiblit toute aptitude mentale ou physique à résister. Ça, je ne suis pas certaine si ça s'applique dans ce cas-ci, peut-être. Pardon? On en a parlé tantôt, que les gens deviennent épuisés mentalement et que la santé mentale diminue. Ensuite, menace. Ça, c'est intéressant. Effet et impact recherché. Cultive l'anxiété, le désespoir. Ben là-dessus, avez-vous quelque chose à dire? Moi, oui. Mais je vous laisse aller avant. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait à un moment donné une entrevue avec c'était Sonia Simard, je pense, dans le temps, l'année passée, puis j'avais noté les menaces qui pèsent sur le peuple. J'en ai noté à date au moins 16. Wow! 15. Il menace la DPJ, il menace des contraventions, il menace de reconfiner, il menace de nous tester de force, il menace de nous enfermer de force, entrer dans les maisons de force, ça s'est parlé.
fermer les business, être dénoncé par nos voisins, nos familles, menace de l'anti-émeute, menace d'annuler les fêtes dans le temps, Halloween, Noël, tout ça, menace de perdre nos permis quand tu es médecin, neuropsy, n'importe quoi, par ton ordre, menace de couvre-feu qui est maintenant qui est là, menace d'arrêter de voyager qui maintenant c'est arrivé, menace de perdre ta job si tu ne prends pas le vaccin, comme là, hein, la propagande de prendre le vaccin, menace de discrimination. On est sous la menace constante. J'en ai nommé mes 15, je suis certaine que j'en ai oublié. Alors, comment tu peux vivre avec autant de menaces qui pèsent? Les contraventions. Il y a plein de gens qui, je veux dire, moi, c'est connu, là. Je n'ai pas observé le couvre-feu et j'ai eu une contravention à cause de ça. Mais moi, je n'avais pas peur d'avoir une contravention, même que j'étais contente d'en avoir une. Pour moi, c'était symbolique. C'était symbolique. Je me disais, c'est pas vrai qu'on va m'empêcher de sortir de chez moi après une telle heure parce que ça ne fait aucun sens. Et en plus, eux le disent eux-mêmes, hein, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas basé sur la science. Donc moi, pour qu'on me demande de faire quelque chose, d'obéir à des ordres, si ça ne fait pas de sens, ben, je suis désolée, mais j'ai un devoir de désobéir. Mais j'ai plein d'amis hein, qui sont des opposants aux mesures, qui ont peur d'avoir un ticket. Donc, ben c'est ça. Je veux dire, ça, déjà là, être menacé d'avoir 1500 $ d'amende si tu ne te soumets pas au dictat, au décret, ben c'est ça. Ça marche, ça marche. Oui, ben c'est sûr que la menace autoritaire, c'est ce qui fait que les gens se soumettent, hein, je pense, plus que la propagande, même peut-être. Hein, je pense que cette peur-là d'être soumis soit à des contraventions ou même à un regard là, très, très méprisant de l'autre, hein, parce que quand on ne respecte pas, il y a toute cette espèce de pression par les pairs là, qui est en jeu. Ben, parlons-en de ça, le peer pressure, comme on dit en anglais. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est un peu la conséquence, je pense, de toute cet arbitraire-là que le gouvernement est en train de mettre en place, là. Et que les médias, bon, comme on discutait, là, se font les relais de ça. Mais c'est ça, ça amène une espèce, un conformisme, une oppression de la majorité, finalement. Hein, lorsque la majorité va dans un sens, c'est plus difficile de s'opposer. Donc, toute cette espèce de discours de propagande et de conséquences là, de ce qu'on disait là, sur la menace, sur les contraventions, bon, même ceux qui sont revenus de voyage là, puis qui sont enfermés dans les prisons, des hôtels-prisons. Qui ont des contraventions aussi s'ils ne respectent pas. Puis là, je pense qu'on est dans des montants qui sont... Je pense que c'est 13-14 000 $. Ouais. C'est ça, là. Donc, on est vraiment dans de la menace, là, finalement, sur le portefeuille, là, hein? Puis Dieu sait que maintenant, avec l'inflation qui s'en vient, là, c'est quand même des menaces qui sont à prendre en considération. Bref, je pense que cet autoritarisme-là, cette menace-là qu'on fait peser sur les gens est à la source de l'obéissance, puis d'une espèce, c'est ça, d'oppression sociale là, qu'on ressent. Puis il y a beaucoup de gens qui vont se plier à ces mesures-là parce qu'ils ne veulent pas avoir de troubles avec soit l'autorité ou avec leur père qui vont les stigmatiser s'ils ne vont pas dans le même sens qu'eux. Exactement, mais ça, c'est ça, c'en est une menace, là. Tu sais, c'est vraiment d'être exclu du groupe. Je trouve que ça joue beaucoup sur le sentiment d'appartenance. Hein? Parce qu'il y a bien des gens qui voulaient, ben, je parle des gens que je connais, là, qui ont changé hein, du tout au tout là, depuis quelques mois, qui au début se disaient, ah ben non, qui étaient vraiment
qui adhéraient au discours dominant et qui petit à petit ont changé, mais qui n'étaient pas prêts à aller dans des manifestations, qui se disaient ah non, je ne vais pas là, je ne vais pas là, qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Non, non, je ne veux pas, il ne faudrait pas qu'on me voie là parce que mes amis vont me crucifier. Fait que toute la notion d'espèce de sentiment d'appartenance, je pense qu'il joue beaucoup, le discours dominant joue beaucoup là-dessus aussi. Mm-hmm. Tu sais, quand on parle des menaces aussi, Julie, ce que je trouve épouvantable dans tout ça, c'est on regarde quand il y a autant de menaces qui pèsent sur des personnes, j'appelle ça carrément de la cruauté mentale puis de l'agression. Parce que tu fais obéir, on a dans plein de recherches des démonstrations que tu ne fais pas obéir des enfants de cette façon-là. Et là, ils traitent le peuple de cette façon-là. Et moi, quand j'étais patronne d'une autre entreprise, si j'avais traité le quart de ça pour menacer les employés, j'aurais vite été mis dehors. Tu ne peux pas traiter des gens comme ça sous la menace tout le temps parce que tu rends les gens dans un état complètement... C'est du harcèlement psychologique. Tu les ramasses. Combien de personnes que j'ai vues, moi, dans ma clinique privée en intervention qui arrivaient, qui avaient subi du harcèlement psychologique au travail, tu ramasses à petite cuillère parce que ça s'est fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans de façon chronique. Hein, le non-verbal, tu lèves les yeux, un petit soupir, tu fais sentir l'autre qui est con. Quand il parle, tu n'écoutes pas trop, tu soulèves les yeux. C'est tout le non-verbal que ces gens-là subissent. Ce qu'on subit en ce moment, l'oppression des pairs, ça t'amène dans un état... c'est Philippot qui disait dernièrement, en France, qu'on se censure même nous-mêmes, parce qu'il dit, vous voyez une station de radio qui l'a reçu lui, ont arrêté de recevoir des gens comme ça de peur de faire fermer leur station de radio. Alors, eux-mêmes se censurent. Ils réussissent à nous amener là par la peur, mais c'est de la cruauté mentale, carrément. Le peuple, en ce moment, là, mon cœur, il saigne parce que le peuple est oppressé, maltraité, avec de la cruauté. Puis même ceux qui ne pensent pas comme nous ne réalisent même pas à quel point ils souffrent. Parce qu'on parle d'autre chose. Justement, sur l'attitude des médias, bon, moi, je suis faite forte. Ça fait, je veux dire, des années là, que je vis avec des étiquettes. Là, puis moi, personnellement, je m'en fous. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Pour moi, ça ne m'atteint pas. Mais je trouve ça grave. Je trouve ça grave parce que pour moi, ça déshonore complètement la profession de journaliste. Mais si une personne agissait comme ça avec... je veux dire, dans la vie de tous les jours, là, comme le font Patrick Lagacé et Richard Martineau, de dire aux gens, c'est ça, le mépris quotidien, selon vous, c'est quel genre de personne? Premièrement, est-ce que c'est du harcèlement? Tu parles de harcèlement psychologique, est-ce que c'est vraiment ça? Pour moi, c'est ce que c'est, mais... C'est sûr que pour peut-être quelqu'un comme toi qui s'expose un peu plus, ça peut en devenir. Là. Moi, ce que je vois, c'est que c'est de l'intimidation. En fait. Et on est dans une société où on dit on se bat contre l'intimidation dans les lieux de travail, à l'école, etc. Mais d'un autre côté, les médias maintenant sont très, très intimidateurs là, du peuple qui ne va pas dans le sens de ce qu'il souhaiterait. Donc, il y a une grande hypocrisie finalement, moi je trouve, chez ces gens-là qui, d'une main, disent défendre des valeurs ou des vertus, là, et de l'autre main, ils font le contraire. Là. Donc, je pense que l'hypocrisie vraiment qui est à souligner. Là. Ouais, Sylvie. Ça, c'est tellement vrai ce qu'il dit. C'est vraiment, c'est un exemple incroyable parce que oui, on se bat contre l'intimidation, on est bien pensant, on veut inclure tout le monde, comme tu disais. Puis moi, partout où j'ai travaillé, l'inclusion, c'est absolument faux. C'est faux. C'est toujours... J'ai bien aimé ce que tu me parlais tantôt, le livre là, de la politique au niveau professionnel. C'est tout simplement des idéologies qui rentrent là, l'opportunisme. On est prêt à marcher sur l'autre pour avoir une promotion. On vit dans une société où si tu ne penses pas comme l'autre, c'est ça, les pairs. Exactement. Tu es tout de suite stigmatisé. Oui, absolument. On est dans une société du faux semblant un peu. Hein? Ouais. Ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Hein? On est vraiment... je pense que la COVID, au fond, il n'y a rien de nouveau. Là. C'est juste
un moment où ça nous révèle un peu comment dire, les vraies couleurs de nos institutions. Ah oui, vraiment, vraiment. Ben, le livre dont tu parlais, Sylvie, justement, je vais juste le montrer, je vais le montrer à l'écran, parce que c'est un livre qui est super intéressant, qui s'appelle Disciplined Minds, et c'est Denis Rancourt qui a parlé de ça. Denis Rancourt qui est justement devant le Conseil de discipline des médecins du Québec, parce que il y a un médecin qui a fait une expertise, un psychiatre, qui a fait une expertise, bon, attends un petit peu, juste avant de partager. Donc, c'est Denis qui parlait de ce livre-là, qui s'appelle Disciplined Mind, c'est sur les professionnels. C'est un livre qui parle de l'attitude des professionnels. Ben, c'est ça, Denis a été renvoyé de l'Université d'Ottawa et il y a un psychiatre qui s'appelle Louis Morissette, qui était le psychiatre, justement, le même psychiatre dans l'affaire Guy Turcotte. Et ben, c'est ça, Louis Morissette a fait une expertise sur Denis Rancourt sans jamais même le rencontrer. Et il s'est basé sur les dires du doyen de l'université et sur des articles de journaux. Et il a fait son expertise à partir de ça. Et il a écouté aussi des émissions de radio que Denis faisait. Et il en est venu à la conclusion que Denis Rancourt était une personne violente. C'est assez hallucinant. Donc voilà, et Denis parlait justement de ce livre-là qui s'appelle Disciplined Minds, qui est un livre à propos un regard critique sur les professionnels salariés et The soul battering system that shapes their lives. Donc, dans le fond, ce qui explique, c'est que ces milieux-là sont très difficiles pour les libres penseurs. Donc, on dit ici, c'est ça, il démontre que le milieu de travail est un champ de bataille pour l'identité de l'individu et que ça montre que les professionnels, c'est ça, le travail professionnel est intrinsèquement politique et que les professionnels sont engagés afin de subordonner leur propre vision pour maintenir une discipline idéologique stricte. Et pour moi, les journalistes, c'est exactement ce qu'ils font en ce moment. C'est exactement ce qu'ils font. Donc voilà. Retournons à notre charte de Biderman. Je pense qu'on avait fini sur les menaces. Ben bon, on pourrait en parler longtemps, mais là, ça fait déjà un petit bout qu'on parle. Donc voilà. Menaces. Ensuite de ça, indulgence occasionnelle. Ah ben là, c'est ça. Là, on nous dit, ah ben là, on va peut-être donner un petit peu de lousse au lieu de 8h30. Hein, le couvre-feu, ça va être 9h30. Procure une motivation positive à la conformité et à la soumission, empêche l'accoutumance aux privations imposées. Donc, je ne sais pas si vous pouvez parler de ça un petit peu. Voulez-vous la voir ou... Non, ben, ça va pour moi, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on parlait tantôt, hein, je pense aussi, là, la question de la menace, finalement, si on va pas dans le sens de ce qui est demandé, de la carotte, carotte bâton. C'est ça, de la récompense si on fait ce qu'il faut, là, c'est très, très, très pavlovien. Tout ça, là, j'ai l'impression, on est vraiment dans... C'est ça, on nous infantilise un peu, beaucoup. Et ça va pas plus loin que ça, vraiment. Là, hein, je pense que si tu vas dans le sens de ce que l'autorité veut, tu as la récompense à court terme, là, en tout cas. Hein, et si tu t'opposes, ben c'est le bâton. C'est un peu ça. Exact. Sylvie? Si tu vois à plus petite échelle, mettons justement dans l'exemple du narcissique avec une autre personne, souvent la personne qui est violente, tout de suite après, elle va dire « Et que t'es donc belle, merci de t'as peut-être fâché. » Puis là, tout à coup, la personne, elle retombe sous l'emprise. « Ah, dans le fond, il est donc fin. » Tu comprends? Fait qu'il te donne, il t'enlève, il te donne, il t'enlève, mais c'est comme l'exemple du 8h couvre-feu, puis 9h30. Alors, les gens... Ils ont réussi en donnant un petit cadeau 1h30 plus tard à faire croire aux gens qu'ils étaient généreux. C'est tellement insidieux. Ouais. On te donne un cadeau, on mélange le vrai et le faux. Et moi, j'appelle ça là,
le serpent qui se cache dans l'agneau. Tu sais. Il fait semblant d'être fin, d'être doux comme un petit agneau, mais dans le fond, le serpent est derrière. Tu sais. Il manigance derrière, puis il donne des petits cadeaux pour t'amener à maintenir ta soumission. Tu sais. Puis pourquoi des gens, des fois, ils vont dire pourquoi que cette personne-là est restée si longtemps dans une relation toxique? Ben, c'est parce que c'est tellement insidieux qu'avant d'ouvrir les yeux, ça peut prendre des années. C'est quand tu es dedans aussi. Pour une personne qui est à l'extérieur, c'est facile de le voir, mais quand toi, tu es dedans, ben c'est ça, les gens qui sont à l'extérieur ne voient pas tout ce qui se passe non plus, mais toi, quand tu es dedans, c'est vraiment... on le voit pas, on le voit pas. Moi, ça m'est arrivé, puis je ne l'ai pas vu. Et puis là, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est ça, on est sous l'emprise de... C'est vraiment insidieux. Moi aussi, j'ai été poignée pendant 2 ans là, dans une situation comme ça. Puis quand j'en ai sorti, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Parce que tu sors de là, tu es complètement bafoué. Là, puis qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est que oui, je leur ai donné cet espace-là. Ça, je l'ai compris. Puis maintenant, la peur ne me paralyse plus. Dans ce temps-là, la peur me paralysait. J'étais plus jeune, j'étais carriériste. Tu veux rien perdre, tu veux continuer bonne, bon, tout ça. Mais quand tu l'as compris, ben aujourd'hui, dans mes milieux de travail, à chaque fois que je ressens la peur, parce que c'est toujours présent, mais là, je suis consciente. Non, tu t'embarques pas là-dedans, Sylvie, là, puis la peur ne doit plus te paralyser. Mais quand tu es dedans, tu ne le vois pas. Ouais. Vincent? Oui, non, c'est très, très intéressant ce que vous dites. Là, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais c'est effectivement, c'est ça, il y a de la manipulation là-dedans, ce que Sylvie nommait, l'espèce de flatterie, hein, d'essayer de gagner la confiance par des petites récompenses, par des bons mots, parce que c'est l'inverse de l'intimidation, puis de la diabolisation, de la stigmatisation dont on parlait plus tôt, hein, c'est de dire à ceux qui sont dans l'obéissance aux mesures, qui font bien ça, qui sont bons, qui sont gentils, qui pensent à l'autre finalement, qui ont finalement hein, c'est un peu de la suggestion là. On les amène à penser qu'ils font la bonne chose. C'est pas totalement faux non plus. Donc ça s'étaye quand même sur une réalité où hein, c'est pas faux que d'obéir à toutes ces mesures-là, ça a certainement un certain impact quand même sur la propagation de ce virus-là, mais on se base finalement sur une réalité là, qu'on amplifie et qu'on finalement on finit par faire penser aux gens qui sont dans l'obéissance, qui font vraiment la bonne chose pour le bien commun, et on gagne leur confiance comme ça. Et, ça finit que, comme Sylvie disait, ben, on est pris un peu après à avoir du mal à se sortir de cette relation-là où on a été flatté, on a été un peu pris dans un discours qui nous valorisait. Et après ça, ben, on est plus sensible, disons, à l'opinion de l'autorité. On va faire tout ce qu'on peut pour se soumettre à ce qu'elle veut, pour continuer à recevoir ces flatteries-là, là, si on veut. Et on s'en sort pas finalement. Non, c'est ça. Moi, de la façon que je le vois aussi beaucoup, c'est que je pense qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas, qui ont besoin comment dire, d'être acceptés. Hein? Il y a le phénomène de vouloir, ce besoin d'être accepté par des figures qu'on admire très souvent. Bon, les Patrick Lagacé et les Richard Martineau, bon, je suis pas sûre qu'il y ait tant de monde que ça qui admire Richard Martineau, mais je veux dire, il y a bien des gens moi, qui m'ont dit, ben Patrick Lagacé, je l'aimais lui avant. Mais il y a combien de personnes qui se sont dit, ah ben là, aujourd'hui, je l'aime plus, et combien de personnes qui se sont dit, ah ben là, il doit avoir raison, ou il a raison, et qui pour être, comme tu dis, valorisés ou être acceptés par les figures d'autorité, ben, qui vont entrer dans ce discours-là.
J'aimerais ajouter quelque chose d'intéressant aussi dans ce que tu disais, Julie puis Vincent, quand on parle de la flatterie et tout ça, quand on regarde le discours de M. Legault qui va flatter les médias, qui va flatter les équipes de vaccination, mais en retour, il dit au peuple que c'est à cause de nous, ben là, il y a des éclosions à cause des gyms, à cause de ci, à cause de vous qui ne respectez pas les normes, on est des pissous, on est des ci, des ça. Alors, il valorise une gang pour une autre. Alors, c'est un discours comme ça là, qui fait que les gens y croient beaucoup plus que les médias ont raison parce que c'est l'autorité qui les félicite. T'sais. Puis moi, quand je le vois flatter les médias, écoute, j'ai quasiment envie de vomir. Mais là, tu sais, c'est ça. Les médias, c'est pas ça leur job, là. de rapporter les paroles et de ne pas questionner. Ils font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire. OK, on va regarder la petite charte encore une dernière fois. Donc, c'est ça, on parlait des indulgences occasionnelles. Maintenant, il reste trois étapes. On va les nommer toutes les trois. Démonstration de toute puissance, suggère l'inutilité et la futilité de la résistance. La dégradation, ça, je n'étais pas certaine de comprendre. Effet, impact recherché. Faire apparaître le coût de la résistance. Ah oui, faire apparaître le coût de la résistance comme plus dommageable à l'estime de soi que celui de la capitulation. Réduit la victime au niveau de la survie animale. Et la victime demande stupide imposée. Ça, on pourra dresser une longue liste. Développe des habitudes de soumission, même pour des demandes totalement stupides, inutiles ou infondées. Je ne sais pas si tu peux revenir au point 7. Oui, dégradation. La dégradation, oui, c'est ça. C'est assez intéressant, en fait, ce point-là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu faire apparaître le coût de la résistance comme plus dommageable que celui de la capitulation ou de l'obéissance, on pourrait dire. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est à l'œuvre dans ce qu'on vit. Hein. C'est que très clairement. De résister, de s'opposer, qu'est-ce qui en coûte? Et souvent, c'est des atteintes à la réputation, cette espèce de peer pressure dont on discutait plus tôt. Là. Donc, c'est sûr que présentement, dans un moment où la pensée qui est dominante et très oppressante comme elle l'est, là, de s'opposer, souvent, c'est coûteux à plein de niveaux, hein, sur le plan soit de ton travail, de ta réputation, de tes relations avec ta famille même. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, là, qui sont vraiment séparés de leur famille parce que leur propos ne va pas dans le sens de ce que la famille souhaiterait. Là. Bref, je pense que ce point-là, ceux qui s'opposent, en tout cas, peuvent s'identifier à ce point-là. Absolument, Sylvie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Oui, Vincent, c'est ça, tout à fait d'accord avec lui, parce que dès que tu vas parler de la résistance, on va te voir tout de suite comme c'est toi qui causes les problèmes. C'est ça qui nous font sentir. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, toi, ton discours complotiste, là, je t'allais de t'entendre, ou quelque chose de même, parce que. Mais puis j'avais même pas fait un discours complotiste, j'avais juste envoyé un petit commentaire sur quelque chose, une longue histoire, mais. Mais c'est pas nécessaire de faire un discours complotiste pour être traité de complotiste. C'est que tout de suite, la réponse de cette amie-là m'a vraiment surprise parce que je n'ai jamais attaqué cette personne-là, je n'ai jamais rien dit. J'ai fait juste un petit commentaire sur les vaccins. Puis il a tout de suite utilisé le mot complotiste. Fait que là, je dis, hey, moi, jamais, j'ai parlé comme ça à cette personne-là. J'ai même dit en courriel, si je t'ai offensé, je m'excuse, je t'ai toujours considéré comme un ami, je ne voulais pas t'offenser. Oups, là, il est revenu, merci mon ami, blablabla. Mais sa première réaction, ça a été de m'insulter. Puis ça c'est ça, fait que quand tu parles de la résistance, tout de suite, tu es vu. Écoute, à l'époque des nazis, c'est sûr qu'on n'est pas là, on s'entend, là. À l'époque des nazis, la résistance était vue comme des terroristes. Puis juste une petite gang. Quand on regarde l'histoire, on pense que la résistance, c'était gros, là. Mais c'était pas le cas. Puis ils ont été reconnus après la guerre. Pendant la guerre, ils étaient vus comme une gang de fous qui s'opposaient. Alors, c'est un peu ça qu'on vit. Je ne suis pas fan, mais c'est un peu ça qu'on vit. Puis la toute-puissance, la toute-puissance, on l'a tue. Moi, là, quand je vois là, des ministres s'asseoir à une table, puis comme des dieux, puis attendre des questions complaisantes des journalistes, c'est pathétique. Là. Pensez-vous, monsieur, des questions complètement stupides, mais
Te rappelles-tu, l'année passée, il y a plusieurs mois, Mme Anglade, elle a posé la question, comment ça se fait que pendant 5 mois, il y a eu une directive de ne pas réanimer les gens en arrêt cardio-respiratoire, tandis que ça a été 5 jours à New York. Puis qu'est-ce qu'a fait, M. Legault? Mme Anglade, elle se perd dans ses questions, elle a l'air mêlée. Juste avant, elle avait posé une autre question. Alors là, il l'a ridiculisé, mais il n'a jamais répondu. Jamais répondu. Puis, ces 5 mois-là, c'est quoi les répercussions sur la société? On n'entend pas parler. Non. Les médias ne rapportent pas ces nouvelles-là. Non. La toute-puissance, hein? Ils ont le contrôle sur tout. Et eux, je pense que c'est devenu pathologique, là, cette toute-puissance-là, là, au point où on en est. Là. C'est comme si c'était des dieux, tu sais. Il y a M. Jovanovic qui disait ça, hein, syndrome de Dieu, là, on n'est pas loin de ça, là, tu sais. Tu parles de Pierre Jovanovic? Oui, qui est excellent, il est excellent. Mais c'est ça, mais ça, c'est... Mais juste pour finir là-dessus, Pierre Jovanovic, qui est vraiment, lui, qui est un spécialiste des questions financières. Et ça, c'est un aspect dont on ne parle presque pas, hein. Quels sont je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans le domaine financier, là? Julie, c'est la question que je m'intéresse beaucoup plus que la COVID, parce que pour moi, la COVID, maintenant, dans ma tête, c'est devenu un objet qu'on utilise pour... C'est un prétexte. C'est un prétexte. Je ne sais pas si tu te rappelles la caricature, on voyait une grosse vague rouge qui s'était marquée COVID, puis une grosse vague bleue en arrière qui s'était marquée le tsunami financier. Ouais. Les gens ne sont pas conscients de ce qui s'en vient. Puis mon conjoint est très dans la finance, puis tout ça, puis il suit ça là, depuis 1 an. Là. Puis je vous dis, on est sur le bord de la catastrophe. Puis les gens parlent encore de la COVID, mais la catastrophe financière qui s'en vient, d'après moi, va être beaucoup plus terrible que la COVID elle-même. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne parlent pas. Là. Absolument. Il y a beaucoup de spécialistes en économie, en fait, qui disaient qu'on était au bord du précipice même avant. Là, hein. Donc, c'est une question, ça, qui est légitime, hein, surtout là, lorsqu'on voit que cette crise-là s'étire et s'étire. Est-ce qu'on n'est pas dans un écran, finalement, pour masquer, pour reprendre un mot qui est à la mode, là, masquer une autre crise, en fin de compte, hein, qui passera sur le dos de la COVID, etc., mais qui, dans le fond, était larvée, hein, qui était déjà là, mais qui s'est amplifiée, finalement, avec cette crise de la COVID, c'est ça, qui peut servir de prétexte à cacher d'autres problèmes. Oui, en effet. C'est une question qui se pose, en tout cas. Hein. Absolument. Je n'ai pas de réponse claire par rapport à ça, mais c'est une question qui se pose. Oui, là-dessus, moi, j'invite les gens à écouter, à regarder Pierre Jovanovic qui fait des entrevues habituellement à TV Liberté. C'est ou sur YouTube ou sur Odyssée, mais il est excellent. Il est vraiment très bien informé. Et lui avait prédit une crise financière en mars 2020. Et là, la COVID est arrivée et ben voilà, on n'a pas parlé de crise financière, mais il y a eu un énorme transfert de richesse. Tu sais, je veux dire, c'est ça, je trouve que c'est une question qui est rarement, qui mérite d'avoir beaucoup plus de couverture. Mais bon, il ne faudrait pas s'attendre, tu sais, je veux dire, connaissant, avec ma vision critique des médias dominants, je dirais, il ne faut pas s'attendre à grand-chose dans les grands médias. Parce que les États se sont endettés de façon incommensurable depuis mars 2020. La dette des États était déjà très haute. Maintenant, je pense que c'est irremboursable, là, tout ça. Là, parce que si je ne me trompe pas, il y a un économiste qui avait dit que la quantité de dette que les États en Occident détenaient auprès des banques a doublé depuis le début de la crise. Donc, on est vraiment dans des montants qui sont gigantesques. Ben oui, c'est pas étonnant. Et là, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'enrichissent face à ça. Là, hein. On parle de l'enrichissement peut-être des big pharma, des big tech, mais les banques aussi sont en train de... sont ceux qui possèdent les États, en fait. Hein. Les États, financièrement, ne sont plus indépendants. Là. Sylvie, tu allais dire quelque chose? Il y a beaucoup d'économistes, à part Pierre Jovanovic, il y a beaucoup d'économistes là, qui tirent, qui signalent d'alarme en ce moment, énormément d'économistes sur
YouTube qu'on peut aller écouter, là, Cash, il y en a beaucoup. Là, Michel Chossudovski, mon ancien patron, qui est excellent. Ils disent de faire des réserves qui peuvent, les banques, si jamais les banques font faillite, ils vont aller fouiller dans notre argent, dans les comptes. Il y a beaucoup de... Écoute, c'est alarmiste ce que je dis, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je ne suis pas une spécialiste en économie, mais quand tous ces gens-là ont le même discours, tu commences à te dire il y a quelque chose là, qui se passe. Là, Ben, tu dis qu'ils se serviraient dans les comptes. En fait, moi, je me rappelle parce qu'en 2008, c'est là que j'ai commencé à travailler avec Michel. Et à l'époque, c'était le bail-out. Hein? On a fait un bail-out pour les banques, c'est-à-dire que le gouvernement a renfloué les banques et tout. Et après ça, ils ont mis en place un espèce de système, bon, je ne suis pas économiste, là, je ne pourrais pas bien expliquer, mais un bail-in qu'ils appellent. Ils appellent ça en français la recapitalisation par l'interne, je pense. OK, c'est ça. Donc, c'est ce qui permet aux banques d'aller piger, dans le fond, dans les comptes des particuliers pour renflouer. Est-ce que c'est ça, Vincent? Je pense que oui. Mais si vous voulez, ceux qui s'intéressent à ça, ils peuvent aller lire sur la chypriotisation des comptes bancaires. Donc, ils l'ont fait à Chypre, en fait. Ils ont fait comme une expérience, là. Donc, ça s'est déjà vu, là. Ouais. Bon, mais Julie, juste... Les banques sont fermées, puis tout ça, puis les gens n'ont pas accès au Liban. Le monde est dans la rue tous les soirs. Là. Je ne sais pas actuellement, ça fait une couple de semaines, je n'ai pas vérifié, mais les banques ont fermé leurs portes. Puis ici, si ça devait arriver, ils vont nous dire, inquiétez-vous pas, on va régler ça. Mais pendant qu'ils vont dire ça, ça veut dire que ça ne va pas aller bien. Là, non, c'est ça. Quand le gouvernement nous rassure, d'habitude, c'est bon signe. Quand on nous dit ça va bien aller, ça ne va pas bien. C'est ça. Mais Julie, juste un petit mot sur la toute puissance. Oui. Il y a eu une image de Guilbeault qui a un tank de l'armée ou de la police qui est je l'ai justement derrière dans elle. texte, c'est très illustratif. Oui, je l'avais mis dans mon texte d'ailleurs parce que je trouvais ça hallucinant. Ouais, c'est ça. Ça, là. Et elle a une chemise, c'est presque une chemise de prisonnier. Hein? Ouais. C'est quand même une belle image pour nous illustrer ce point-là, je trouve. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est de l'intimidation. Hein? Intimidation, toute puissance. C'est de toute beauté. Écoutez, en terminant, moi je voulais rajouter, parce qu'on parlait du terme complotiste tout à l'heure, que ton ami qui t'a dit immédiatement complotiste. Moi, je sais, depuis des années, là, je veux dire que je me fais traiter de complotiste, mais chaque fois que je demande aux gens qui me traitent de complotiste, mais pourquoi tu me traites de complotiste, de quoi tu parles? De quelle théorie du complot tu parles? Parce que moi, je ne fais pas de théorie du complot, je ne parle que de faits. Tous mes textes sont basés sur des faits. Je me lance jamais dans des analyses. Et justement, hier, je parlais avec une personne qui travaille dans les grands médias et la personne me disait, là c'est ça, j'ai demandé, écoute, est-ce que tu me considères comme une complotiste? Et là, la personne m'a répondu, écoute, quand tu parles du fait que... je me rappelle pas comment expliquer ça, mais c'est comme si, là, tu dis qu'il y a probablement des liens entre ci et ça, puis c'est ça, de la corruption, c'est des théories du complot, appelle ça comme tu veux. Non, mais attends, c'est parce que la corruption, c'est un phénomène réel. Hein? La capture réglementaire, c'est un phénomène réel. Je veux dire, nos institutions publiques sont carrément capturées par le privé. C'est un phénomène réel. Ce n'est pas des théories du complot. Et je trouve que le fait qu'on ait répété durant des mois et qu'on le répète encore que, ah oui, complotiste, on ne s'en sort pas. Hein? Récemment, Bernard Lachance, paix à son âme, il est décédé. Ils n'ont même pas de respect pour les morts. Je veux dire, vie et mort d'un complotiste, là, toujours son complotiste. Le fait qu'il répète ça, ça fait que les gens, c'est comme en anglais, on dit un thought stopper. Quand tu entends ça, quand tu entends des choses qui ne te plaisent pas, puis qui, selon les grands médias, quand les médias répètent mois après mois que tel discours égale un discours complotiste, mais les gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Et si tu dis quelque chose qui va dans ce sens-là, tout de suite, ils vont dire, t'es complotiste. T'es complotiste. Mais tu dis, là, c'est le mépris, là. Excuse, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, mais je trouve ça très bon ce que tu viens de dire parce qu'ils disent Bernard Lachance, le complotiste. Les as-tu déjà entendus dire Guy Turcotte, le tueur d'enfants? Non, non. Ex-docteur. Exact. Ex-docteur. Puis moi, ça me fascine parce qu'ils ont plus de respect pour des criminels de guerre comme
George W. Bush ou Henry Kissinger, ils ont plus de respect pour ces gens-là que pour des gens qui s'opposent aux mesures pour des raisons qui, pour elles, sont des raisons pour elles, ces personnes-là font ça aussi pour le bien commun. Je veux dire, puis on n'est pas des terroristes, là. Je veux dire, on va marcher dans la rue avec des pancartes, on envoie des lettres aux médias, on demande des débats publics. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des terroristes, on a des droits dans une société dite libre et démocratique. Là, je doute qu'on soit encore là-dedans. Là. Pour moi, on est dans une société totalitaire. Je veux dire, c'est pas parce qu'on ne le dit pas que ce n'est pas ça. Moi, d'après ce que je vois, tout ce que je vois, je me dis, waouh, c'est parce que j'ai vécu dans une dictature communiste et j'étais plus libre là-bas qu'ici. Donc, venez pas me dire qu'on est dans une société libre et démocratique, surtout que les journalistes, leur discours est vraiment, on est vraiment dans le règne de la pensée unique. Et les journalistes sont même pas conscients. Tu sais, je veux dire, ils vont dire, mais moi, il n'y a personne qui me dit quoi écrire. Oui, mais c'est parce que si tu n'avais pas l'idéologie que tu as, tu ne travaillerais pas là. Tu sais, c'est toute une question d'être, on ne dit pas quoi écrire. Non, mais ils n'ont pas besoin de te dire quoi écrire. Tu sais quoi écrire. Et il y a beaucoup d'autocensure. Ils savent très bien ce qu'ils ne peuvent pas écrire également. Donc, voilà. En terminant, mot de la fin, Vincent? Non, c'est ça. Mon mot de la fin, je pourrais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Hein. Je pense que cette espèce de moment-là où l'uniformisation de la pensée est la seule pensée qui est possible, le fait de stigmatiser, de diaboliser les gens qui ne pensent pas comme le discours des autorités, le journalisme finalement qui sert un peu de relais à ce que le pouvoir veut que le peuple pense, veut que le peuple fasse. Je pense qu'on est à tout le moins, en tout cas, là, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, les mécanismes qui sont en place maintenant nous rappellent beaucoup ce que les sociétés totalitaires là, du 20e siècle vivaient. Et souvent, on parle de communisme, mais aussi le fascisme. Pour moi, ce qu'on vit en ce moment, c'est comme les deux à la fois, là, les deux extrêmes. Là. Tu sais, il y a des éléments d'un, des éléments de l'autre. Je pense que juste pour compléter le propos que j'ai, pour être optimiste un petit peu, je pense que ça dépend de la population aussi. Hein. On a le choix quand même de se soumettre à ça ou pas. Peu importe les choix qu'on fait par rapport aux vaccins, par rapport aux mesures, tout ça, je pense que ce qui est important, c'est de respecter ce que les individus veulent faire. Donc, si ceux qui veulent être vaccinés, qu'ils le fassent, mais qu'on soit dans un respect du libre arbitre, hein, que les gens aient le droit de se positionner comme ils le souhaitent, puis qu'on soit dans une écoute par rapport aux opinions de l'autre. Donc, d'essayer de se dégager là, de cette polarisation-là dans laquelle on essaie de nous mettre. En effet, Sylvie. Moi, je dirais, tu vois, les vidéos qu'on fait comme ça, malheureusement, s'adressent surtout aux gens qui pensent comme nous. Je trouve ça bien triste parce que les gens qui ne pensent pas comme nous sont très, très... tout le monde est dans sa rigidité. Là. Ouais. Ils n'écoutent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour essayer de sortir les gens du piège? Parce que je trouve ça bien malheureux de voir les gens pris au piège, les enfants, maintenant qu'on veut vacciner, qui sont à zéro risque, voir tout ça. Comment on peut... essayer de les réveiller un petit peu, c'est justement comme on disait tantôt, hein, de ne pas argumenter, mais de plutôt questionner, puis d'essayer, avec la gentillesse, de les amener à comprendre. Puis quand on nous attaque, j'aime beaucoup l'intervention que tu as dit tantôt, pourquoi tu me dis complotiste, ça veut dire quoi pour toi? Fait que d'avoir des discussions saines, puis d'essayer d'amener les gens, moi j'ai une personne proche de moi, elle me dit, Sylvie, j'ai tellement de pression à mon travail pour le vaccin, même mon conjoint, tout le monde autour de moi, elle dit, j'ai besoin de te parler parce qu'elle ne la veut pas, mais à un moment donné, la pression est élevée, puis alors les gens, c'est ça, l'autre fois, je disais, parle-en à ton conjoint, là, que pourquoi prendre un risque quand tu sais qu'à ton âge, tu n'as même pas 0,03%? Déjà, ce chiffre-là dit tout. Pourquoi aller prendre un risque quand on a zéro à peu près là, avec la COVID? Alors, mais
d'essayer, en tout cas, le plus possible d'amener les gens à sortir du piège. Parce qu'on est vraiment pris dans une espèce des fils d'araignée qui se sont mis autour du peuple. Là, puis là, les gens sont prisonniers de quelque chose qui ne sont même plus conscients. Que ça, je trouve ça vraiment triste, mais encore, comme Vincent disait, sur une note positive, continuons notre travail, puis lâche pas, Julie, tu fais un job incroyable, tu es tellement bonne, puis c'est des gens comme toi, puis les gens, les lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, oui. Puis ils réveillent de plus en plus de gens là, à se rendre compte dans quel piège on est pris maintenant. Ben merci. Écoute, moi, je le vois comme un devoir, tu sais, je veux dire, moi, je suis journaliste de formation et je me dis, et ça me fait halluciner, j'en défrise presque, là, de voir ce que je lis dans les journaux. Je veux dire, je saigne les yeux, je saigne les oreilles chaque jour, je trouve ça hallucinant. Puis c'est ça, c'est mon devoir de dénoncer ces choses-là. Donc, de faire comme les autres, puis t'en aller... ouais, mais c'est sûr, et j'aurais sûrement un super beau condo à Outremont avec une piscine. Hein, mais c'est pas le cas. Mais c'est ça. Mais au moins, je dors bien. Je dors bien la nuit. Chanter avec moi-même. Un peu comme Jean-Jacques Crèvecoeur, il disait qu'il avait refusé de travailler pour la royauté en Belgique. Il aurait pu faire des millions. Là. Mais à un moment donné, quand tu te retrouves en incohérence avec toi-même, quelque part. Moi, je regarde M. Legault depuis 1 an et demi, là, comment sa face change. Je ne sais pas si ça a un lien, mais Doug Ford qui s'est mis à pleurer. Doug Ford, c'est un gars de droite. Comment ça se fait qu'il embarque dans tout ça? Il y a une pression énorme, puis là, il est en train de travailler contre lui-même. Et ça crée des situations au niveau psychologique, émotionnel, vraiment difficiles à vivre. Ouais. Au moins, toi, tu es en paix. Exactement. Donc, allez en paix. Et c'est ça, soyons tous des Socrates, hein, dans nos discussions, les questions plutôt que les affirmations. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis, écoutez, on refera l'exercice sûrement à un moment donné. C'était super intéressant. Merci de ton invitation, Julie. Merci. Bonne fête de journée tout le monde. Bonne fête de journée.